C'est lié, vous allez voir tout à l'heure, à un mécanisme biologique très particulier. Alors, comme je disais tout à l'heure, les symptômes peuvent être excessivement banaux, hein, quelques crampes, des mollets un peu plus gros, pour lesquels, du reste, les personnes sont un peu moquées. Et puis, à l'inverse, des choses beaucoup plus inquiétantes d'une jeune fille qui va, voilà, une fille qui va ressembler comme à un Duchenne, hein, avec les mêmes symptômes, les gros mollets, etc., etc. Alors, si je peux, alors, du coup, je sais plus. Non, allez-y. Si vous pouvez me remettre la diapo, parce que j'ai une mémoire, mais qui n'est pas d'éléphant. Pas encore. Oui. Vous voulez plutôt mettre là. Oui, pour être dans le champ de la caméra. C'est ça. Voilà. Donc, je vais essayer de pas trop bouger. Voilà. Donc, le mode de découverte, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Soit une histoire familiale, soit pas d'histoire familiale. Après, je crois que j'avais une diapositive sur que ce qu'on fait dans ces cas-là, enfin sur le plan médical, qu'est-ce qui va confirmer le diagnostic. C'est relativement simple. Je peux voir, voilà, la suivante. Alors, d'abord, les symptômes et les signes. Comme je vous ai dit, ça peut aller du plus bénin au plus grave. Les crampes, tout simplement ça. Hein. Alors qu'on appelle aussi des douleurs musculaires ou des myalgies. La fatigue, je vous en ai parlé. Il y a un petit truc aussi qui paraît comme ça anodin, mais c'est les urines foncées à l'effort, par exemple. Hein, ce qu'on appelle la myoglobinurie, qui est décrite dans ces formes-là. Il y a des intolérances à l'effort. Les mamans décrivent, ouais, je ne suis pas capable de faire telle C'est vous, parce que j'ai essayé de parler. Plus vite. Ah oui, d'accord. Un autre mode de découverte aussi de la maladie, c'est les gens, vous savez, on fait des examens maintenant pour tout et n'importe quoi. On fait une prise de sang et là, on tombe sur une augmentation des CPK. Hein, Sauf que, voilà, les gens sont comme ça, mais ils peuvent avoir, alors en tant que transmettrice, par exemple, 500 ou 800 de CPK et ça n'inquiète personne, etc. Bon, alors, si on revient sur la diapo, voilà, celle d'avant, si je pouvais voir, voilà, celle d'avant. Voilà, juste pour terminer, vous avez aussi des choses qui sont plus impressionnantes, par exemple, ce qu'on appelle la rhabdomyolyse, c'est-à-dire, chez une transmettrice, hein, je parle de tout ça, hein, de femmes qui vont développer un état de grande fatigue avec 100 000 de CPK, ce qui est monstrueux, hein, et qui nécessite à ce moment-là un bilan et une admission en soins intensifs. Bon, tout ça revenant à la normale après, mais l'épisode est quand même assez comment dire, sérieux et peut être impressionnant. Après, c'est des choses qui, selon les individus, peuvent se traduire par des difficultés, par exemple, pour marcher. Et quelquefois, ça peut être, voilà, on a du mal à monter les escaliers, on a du mal il faut prendre la rampe, etc. Pareil pour les bras, même si c'est sans doute dans une moindre mesure. Je vous ai parlé des gros mollets. Ça, c'est des choses qui sont aussi assez classiques chez les mamans transmettrices, symptomatiques. Hein. Alors, un gros mollet en tant que tel, c'est pas gênant, sauf peut-être sur le plan esthétique, mais en tout cas, sur le plan fonctionnel, ça n'empêche pas de marcher ni de courir. Pareil pour la grosse langue, etc. Quelquefois, ça donne même des aspects pseudo-athlétiques. On a l'impression de mamans qui sont hyper costauds, parce qu'elles ont des muscles bien galbés, etc., alors qu'en fait, elles ne sont pas costauds. Elles sont fatigables, et quelquefois, elles font l'objet de moqueries aussi, parce qu'on leur dit, mais non, tu es costaud et tu fais rien. Bref, je vous ai dit qu'il y en a quelques-unes qui sont en fauteuil roulant, donc c'était le cas de Feriel, et certaines donc ressemblent carrément à des vrais Duchenne, hein, c'est-à-dire dans l'histoire, ça commence 3-4 ans. Alors, est-ce que c'est moins grave que les Duchenne garçons? Sans doute un peu moins grave, je pense, mais ça reste à discuter, etc. Et puis le dernier point, c'est sans doute ça le plus important comme message, c'est que toutes celles dont on vient de parler, y compris celles qui ont des petits symptômes, c'est-à-dire des petites crampes ou des choses comme ça, ou même quelquefois pas de symptômes, mais simplement le fait d'être transmettrice vous expose au risque d'atteinte cardiaque à long terme. D'accord? C'est pour ça qu'on insiste beaucoup avec tous les spécialistes pour que les mamans se fassent suivre. Déjà qu'elles aient un bilan cardiologique quand le diagnostic est fait, et ensuite qu'on les suive tous les 5 ans, c'est le minimum, s'il n'y a pas de trucs comme ça. Voilà. Oui, allez-y. Alors la surdité, honnêtement, j'aurais du mal à le rattacher dans tout ce qu'on connaît de la maladie de Duchenne et des déficits en dystrophine avec la myopathie. Donc pour moi, c'est sans doute deux choses associées, enfin concomitantes, voilà, mais pas associées. Voilà, donc attention. Hein. Voilà. Alors je cite toujours aussi l'exemple
de femmes qui ont été suivies en cardiologie pour une histoire cardiaque, sans histoire de... Alors bien sûr, il n'y avait pas d'histoire familiale, personne n'avait de myopathie, de Duchenne, de quoi que ce soit. Simplement, elles ont développé une maladie du cœur grave, gravissime, qui les a conduites certaines à avoir une transplantation cardiaque, et chez qui on va faire le diagnostic comme ça de maladie de Duchenne, vous voyez, chez elles, sans qu'il y ait d'histoire. Donc ça veut dire qu'elles ont aussi le risque de transmettre la maladie, enfin elles deviennent de fait transmettrices. La suivante. Bonjour Anthony, c'est Feriel. C'est similaire aux garçons, voilà, c'est une échographie cardiaque. Alors la question c'était est-ce que est-ce que le suivi est le même que celui qu'on fait pour les garçons? Et la réponse est oui. Ça veut dire une échographie, quelque chose de plus banal encore, c'est l'électrocardiogramme. Et puis éventuellement les cardio-IRM parce que ça a tendance à se développer actuellement. Alors, ben voilà, donc quand on fait le bilan médical, en tout cas, chez une femme chez qui on suspecte soit la maladie ou soit parce qu'on a fait son diagnostic de transmettrice, bien sûr, et vous l'avez toutes eu si vous êtes concerné, on va vérifier que vous avez les mêmes anomalies génétiques ou pas que l'enfant qui est malade. Les taux de CPK, c'est obligatoire. L'imagerie musculaire, on insiste parce que c'est pas mal pour voir l'asymétrie dont je parlais tout à l'heure. Alors, le karyotype, qu'est-ce que c'est? Vous allez en voir une photo tout à l'heure. C'est un examen qui consiste à regarder les chromosomes et à les compter. Et on regarde à ce moment-là si on a bien un X et un X et un deuxième X. Et là, quelquefois, on a des surprises chez les femmes. Parce que chez les femmes, on peut avoir, par exemple, des X0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le deuxième. Ou il y a un X, et puis sur le deuxième X, il manque un petit bout qui est parti sur un autre chromosome. Alors, ça dépend où se passent les choses, mais en tout cas, quand on essaye de comprendre ce qui se passe, on demande ce karyotype et on étudie tous les chromosomes féminins. Voilà. Et on en profite également pour, alors ça c'est un peu technique, je vous en montrerai une diapo tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'inactivation de l'X, parce que ce qui se passe chez les femmes, transmettrices notamment, symptomatiques, c'est que le chromosome qui est censé épauler l'autre chromosome, X, hein, il y en a un des deux qui ne fonctionne pas. D'accord ? Et là, s'il se met au repos, nous, on a une façon de le mesurer. On peut faire des études assez spécifiques pour voilà. Ah, il y a une question. Alors, s'il y a des questions de la salle. Alors là, ce n'est pas dans la salle. Oui. Oui, c'est en virtuel. Et donc, en fait, est-ce que quand on est Duchenne, on a forcément des problèmes cardiaques? Alors, la vérité, c'est que si je me place chez le garçon, une myopathie de Duchenne standard, entre guillemets, classique, oui, il y a invariablement une atteinte cardiaque. À un moment ou un autre de l'évolution, ça peut être à l'âge de 30 ans, ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard, mais il y a invariablement une atteinte cardiaque. Chez les femmes transmettrices symptomatiques, ou même les DMD femmes ou filles, là, c'est pas quelque chose d'inéluctable. D'accord ? Il y a encore une part de hasard qui fait que toutes ne vont pas, fort heureusement, hein, toutes ne vont pas développer une cardiomyopathie. Attention, je ne voudrais pas que vous sortiez de là en ayant toute peur. Hein. Voilà. Alors, dans le bilan également, on peut se poser la question de si c'est intéressant de faire une biopsie musculaire chez les mamans. Alors, vous imaginez un peu le contexte. On vient déjà de vous annoncer un diagnostic pour votre enfant, et puis après, on va s'intéresser à vous et on va vous dire, mais il faudra faire ça, 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 ça et ça, et peut-être faire une biopsie musculaire pour voir comment sont vos fibres, etc. Bon. En pratique, je pense qu'il c'est à discuter au cas par cas et que ce n'est pas nécessairement très utile. On va y voir parce que maintenant, on a d'autres examens. Alors, ça peut se faire si on veut essayer de comprendre, par exemple, pour ces jeunes femmes qui ont comme une myopathie de Duchenne, en quelque sorte, hein, qui sont, elles, des DMD femmes ou des DMD filles, et qu'on essaye de comprendre comment que ça se fait. Parce que, comme j'ai dit, c'est rarissime. Donc, dans ces cas-là, on veut s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur avec un autre diagnostic de myopathie. Et dans ces cas-là, d'aller rechercher du muscle, étudier la dystrophine, regarder comment se répartit la dystrophine, en mosaïque ou pas en mosaïque. Ça donne des éléments de jugement pour le pronostic. Donc moi, c'est ça l'intérêt. Oui, mais ça vous donne le statut, c'est-à-dire que si vous, avec le premier examen,
vous allez confirmer votre statut. On va vous dire, madame, vous êtes transmettrice ou vous n'êtes pas transmettrice, selon que vous avez ou pas la même anomalie que le fils. Maintenant, ça c'est une chose. Après, quand parmi toutes ces femmes transmettrices, hein, Dieu sait s'il y en a, quelles sont celles qui vont développer des symptômes, etc. C'est là où tous ces examens peuvent être intéressants pour essayer de comprendre, de mieux comprendre. Oui, mais bon, il y en a qui, je vous dis, vivent ça très bien, qui ne s'inquiètent pas, à juste titre. D'autres, au contraire, qui vont être là en se disant, je veux absolument savoir combien j'ai de dystrophine qui me reste dans mes muscles, comment c'est réparti, etc., etc. Alors, j'insiste aussi sur les études neuropsychologiques. Pourquoi? Parce que vous savez que dans la myopathie de Duchenne, il peut y avoir des difficultés d'apprentissage chez les enfants, etc. Et ça peut être pareil surtout pour les filles, les filles Duchenne, hein, les filles ou les femmes Duchenne. Elles ont pu avoir, c'était le cas, je crois que Feriel en avait témoigné, de difficultés à l'école, tout simplement. Hein. Alors, on a des raisons de penser que ce n'était pas l'effet du hasard, que c'était vraisemblablement aussi en rapport avec leur myopathie, comme c'est le cas pour un tiers à peu près des garçons. Le cœur, je vous ai raconté, on ne va pas insister. Moi, gardez la notion de tous les 5 ans. Tous les 5 ans, c'est ce qu'on propose, ce qu'on suggère fortement aux mamans de faire leur bilan si elles sont déclarées transmettrices. La suivante, elle a une autre question. Cédric qui voulait intervenir peut-être? Si elle a la main, oui, moi je suis tout oui. Si Feriel, tu peux prendre la parole si tu m'entends. Bonjour docteur. En Si fait, on je peut suis. l'entendre, moi. Oui, bonjour. Bonjour, Feriel, on t'écoute. Je suis désolée de ne pas avoir pu participer à la réunion avec vous, parce qu'il y avait un problème avec la visioconférence. Alors, j'ai exposé là les aspects médicaux. Peut-être que tu pourrais nous exposer ton histoire personnelle, alors en étant pas trop long, en sachant que je n'ai pas les diapos, mais ce n'est pas grave, tu as ça en mémoire, j'imagine. Donc, moi, j'ai plutôt une forme. Je suis plutôt atteinte comme les garçons. Disons que l'évolution est plus lente, mais j'ai 30 ans, j'ai perdu la marche à 16 ans. Et maintenant, je dors avec une machine respiratoire la nuit. Disons que la respiration évolue, mais sinon, au niveau cardiaque, je n'ai aucun problème. Mais je prends quand même des médicaments pour le cœur pour protéger au cas où. Alors, peut-être tu pourrais aussi nous raconter le contexte familial dans lequel tout ça se passe ou s'est passé. En fait, donc mes sœurs et moi, on est triplés. Et l'une de mes sœurs, ma vraie jumelle, est porteuse du gène de la myopathie de Duchenne, mais elle est asymptomatique. Mais on ne sait pas d'où ça vient car ma mère n'est pas porteuse du gène et personne n'a eu la myopathie avant moi. Donc les médecins ont toujours qualifié ça de mystère. Et au niveau de ton suivi médical, comment ça s'organise? Je suis suivie à la Salpêtrière et à Garches. J'y vais une fois par an. Et là, ce sont des examens pour la respiration, le cœur, j'imagine? Oui, ce qu'on appelle des examens fonctionnaires respiratoires, les EFR. C'est pour calculer la capacité respiratoire. Et chaque année, je vois le cardiologue aussi. D'accord. Et donc ça, c'est ton histoire. Et dans ton vécu actuel de toutes ces difficultés, quels seraient les messages que tu aurais envie de faire passer ou qui te paraissent le plus importants? Pas nécessairement sur l'aspect médical de la chose, mais le vécu, euh, ta place dans la vie, dans la société, dans la famille, etc. Enfin, voilà, comment tu te situes? Disons que je le vis bien, mais la plus grosse difficulté que j'ai, et puis que d'autres filles ont avec qui j'ai parlé, c'est surtout qu'on est très fatigable.
Donc généralement, soit on ne peut pas travailler, soit on a eu un travail et après avec la maladie qui évolue, on a dû arrêter de travailler. Ok. Bon, est-ce que vous avez des questions Et, à poser à Feriel éventuellement? Oui, vas-y, je vas-y, voulais continue. vous demander, quand une femme a la myopathe du chêne, est-ce que quand elle a un enfant, une fille ou un garçon, il a forcément la maladie? Alors, voilà, ça c'est une notion, alors une question sur laquelle je crois que j'ai des diapositives, enfin on va en parler, mais c'est une des préoccupations, et elle peut se comprendre, hein, c'est bien évident, de savoir quel est le risque pour une jeune femme comme Feriel ou d'autres, hein, de transmettre à son tour la maladie. Et la question bien sûr sous-jacente, c'est est-ce que en transmettant, alors si c'est un garçon, là j'ai un risque de transmettre comme une myopathie de Duchenne standard, entre guillemets, mais si je transmets à mes filles, est-ce que mes filles seront comme moi? Hein, c'est ça la question. Oui. Hein? Et la réponse est, je ne sais pas. Je ne sais pas parce Ah, que, alors déjà, l'histoire de Feriel est très très compliquée. Vous expliquez, hein, donc des triplés, donc c'est pas déjà c'est pas fréquent. Ensuite, parmi les triplés, il y avait deux qui étaient d'un même œuf, donc monozygote, et une qui n'était pas du même œuf. Donc ça c'est voilà. Donc celle de l'autre œuf, comme on dit, elle était non transmettrice, très bien. Et parmi celles qui étaient donc les deux transmettrices, pourtant elles ont bien reçu le même patrimoine génétique. Et il y en a une qui est symptomatique, c'est Feriel, et l'autre qui ne l'est pas du tout, ou quasi pas. Donc là aussi, il y a des choses qu'on n'a pas tout à fait compris. Hein. C'est de la génétique, c'est très compliqué, et c'est pour ça qu'on a besoin de faire toutes ces études. D'ailleurs, je peux témoigner que Feriel et sa famille, que moi j'ai connue, mais quand elle était toute petite, elle avait 6-7 ans, mais après, ils ont été à Necker, ils ont vu professeur Stanislas Lyonnais et d'autres pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans cette... c'est pas une histoire de grossesse compliquée, non, c'est le fait que quand il y a eu la distribution des chromosomes X, eh ben, ça s'est fait de façon un peu bizarroïde, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, merci Feriel. Je vais continuer topo, mais tu restes en ligne et puis tu peux intervenir si nécessaire. d'accord, Si je merci. peux avoir la prochaine. Par contre, coupe ton micro si tu peux. Ou tu... Bon, bref. Alors, une question. L'inactivation de l'X. Alors, j'ai quelques diapositives qui vont vous l'expliquer de façon plus illustrée. Ça va être plus simple. Voilà. Alors, donc, on insiste beaucoup hein, sur suivi et surveillance. C'est ce qu'on appelle aussi la prévention. Hein. Alors, c'est des choses qui ne sont pas faciles à faire passer comme message parce que, bien sûr, voilà, quand on est concerné, quand on est au fauteuil, etc., on sait qu'il faut, et encore, on n'aime pas y aller, hein, mais il faut aller voir les médecins de temps en temps. Mais quand on est transmettrice avec quelques symptômes, etc., est-ce qu'il faut absolument consulter? Est-ce qu'il faut absolument aller voir le cardiologue tous les 5 ans, etc. Bon, c'est très compliqué à organiser, hein, surtout chez les gens qui se plaignent de pas grand-chose finalement. Hein. Alors, les médecins, alors la question étant, est-ce qu'il y a des médecins qui croient pas? Alors, je crois qu'il y a effectivement un problème de croyance, ou en tout cas que certaines familles ont rencontré, parce que pour eux, Duchenne égale garçon, et on ne peut pas sortir de ce truc-là. Hein, ça, c'est clair. Mais en tout cas, les trois questions qu'il faut se poser quand on a comme ça des mamans ou des apparentés, des filles, c'est d'abord de rassurer, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'effrayer tout le monde, etc. Et surtout, ce qui nous préoccupe, c'est pour ça qu'il faut quand même suivre les filles transmettrices aussi, c'est comment est-ce qu'elles vont évoluer. Est-ce qu'il y en a un certain nombre qui risquent effectivement d'avoir des symptômes importants, mais peut-être pas tout de suite, peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, mais en tout cas, c'est une chose. Et puis surtout, je vous l'ai dit et rappelé, c'est l'atteinte cardiaque qui est très, très importante. La suivante. Alors, voilà, c'était une étude pour illustrer ce qui se passe au niveau du cœur chez les adultes transmettrices. C'est une étude là, qui a été faite par les collègues de Nantes, mais pas que de Nantes, hein, il y avait aussi Angers, Bordeaux, etc. Et le message, c'est que, alors, d'abord, tout le monde n'est pas d'accord, les experts ne sont pas d'accord sur le pourcentage des femmes qui vont développer une cardiomyopathie. Alors, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Parce que les critères, voilà, qu'est-ce qu'on appelle vraiment une cardiomyopathie? Est-ce que c'est simplement le fait d'avoir un électrocardiogramme un petit peu perturbé, puis c'est tout? Ou au contraire, d'avoir
une échographie qui est vraiment très mauvaise et qui montre des très mauvais chiffres. Et là, on n'est pas tous d'accord. Et là, dans l'exemple qui avait été cité, là en France, c'était 3 familles. Donc, il y avait une des familles où il y avait 2 personnes. Et parmi ces 4 transmettrices qui avaient développé une cardiomyopathie, il y en a 3 qu'il a fallu greffer. 3 qui ont eu une greffe de cœur. Ce n'est pas négligeable. Hein. Et je cite qu'il y en a une qui a été greffée à 32 ans. Donc, ce n'est pas négligeable non plus. Hein. Alors, l'autre message aussi à bien garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous marchez très bien et que vous n'êtes pas très gêné, voilà, que vous n'avez pas développé de cardiomyopathie, même sévère. D'où la nécessité d'un suivi régulier. Voilà. Et d'où cette grande imprévisibilité, c'est-à-dire que même avec les tests que je vous ai montrés, toutes les études qu'on peut faire, on ne peut pas prédire l'avenir avec précision. De dire à telle personne, vous n'allez pas développer de cardiomyopathie, ça je suis sûr, ou au contraire, vous allez la développer à 50 ans parce que ceci... Non, pour nous, ce n'est pas possible. C'est simplement en suivant régulièrement les gens qu'on pourra peut-être avoir une idée du... La suivante, s'il vous plaît. Voilà, bon, ça c'était... On passe passer à la suivante aussi parce qu'on va essayer de rattraper un peu le temps. Alors oui, les aspects psychologiques. Ça paraît un peu loin de nos préoccupations. Je vous ai parlé surtout pour l'instant de problèmes de crampes, de douleurs dans les mollets, de difficultés à marcher, etc., ou à se fatiguer. Mais quelquefois, hein, je vous l'ai cité, les problèmes d'apprentissage, ça peut être au premier plan. Et on a comme ça des jeunes filles, puisque j'en profite, puisqu'on a le service régional d'Aquitaine, le meilleur service régional de toute la France entière. Hein. Hein, voilà. Bon, bref. Et ben là, on a le cas d'une jeune fille, voilà, qui est surtout gênée par ses problèmes psychologiques et assez peu par les problèmes de crampes ou de choses comme ça. Elle a été orientée, elle a fait ses études dans un IME, je crois. Je ne sais plus où si elle travaille dans un AP maintenant, enfin un atelier protégé. Pas. Ça, c'est une chose. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que ces troubles, ce n'est pas évolutif, c'est-à-dire que les gens vont avoir des difficultés, mais ils vont quand même faire des progrès, etc. Et puis, ça ne va pas s'aggraver avec le temps. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Après, il y a, quand on est transmettrice, symptomatique ou pas, voilà, il y a cette notion, il y a toutes ces répercussions. Non, revenir. Voilà. Il y a ce que j'appelle, moi, la triple peine. La triple peine, c'est quoi? C'est, alors revenez en arrière encore, voilà. Vous êtes maman, on vous annonce que votre enfant a une myopathie de Duchenne, première peine. Deuxième peine, il y a un sentiment, que vous le voyez ou non, de culpabilité qui se développe. Et la troisième peine, c'est que vous-même, vous avez une épée de Damoclès avec tout ce que je vous ai dit, de développer toutes ces choses-là, y compris les atteintes cardiaques. Donc c'est lourd à porter. Et puis voilà. Et puis on n'a pas toujours l'occasion d'en parler parce que le psychologue, dans les consultations, il s'intéresse d'abord aux petits, hein, petits ou plus grands. Mais enfin, quand il y a une psychologue, je suis d'accord. Mais je suis sûr aussi que les psychologues, quand même, dans les consultations pluridisciplinaires, s'intéressent aussi aux mamans. Je pense que oui. Vous témoignerez là-dessus, mais moi, je pense que oui. Bon, après, pour les DM des femmes, comme Feriel, etc., on a parlé de l'incrédulité. Hein, quand vous avez les médecins qui vous disent « mais non, Duchenne femme, ça n'existe pas », bah, voilà, qu'est-ce que vous dites? Que vous avez l'impression d'être un ovni, un martien, je ne sais quoi. Sentiment de solitude, parce que vous n'êtes pas, certes, vous êtes dans la communauté des Duchenne, on va dire, mais vous êtes un tout petit pourcentage, donc vous n'êtes pas reconnu, vous êtes isolé. Voilà, c'est un sentiment. Hein. Et puis ensuite, il y a ce que j'appelle quel mot mettre sur les mots, sur ces mots. Moi, je me rappelle d'une maman qui était venue me voir, qui, mordicus, me disait « j'ai la myopathie de Duchenne ». J'ai la myopathie de Duchenne, docteur. Elle n'en démordait pas. Hein. Et de fait, elle était gênée, incontestablement, pour monter les escaliers, pour soulever un certain nombre de choses. Voilà. Mais pour moi, c'était pas. Voilà, c'était. Je vais répéter. Vous êtes transmettrice, symptomatique. Vous n'allez pas développer. Vous n'allez pas vous retrouver comme le fiston. D'accord? Et pour autant, elle le vivait comme ça. Donc, comment est-ce qu'on met des mots et quels mots on met là-dessus? C'est pas toujours facile. La suivante. Les spécialistes ne sont pas forcément
aussi inquiets, je dirais, par rapport entre le garçon et la femme et la mère, du coup. Parce que moi, je sais que j'ai une SAT à 92, ça ne dérange personne. Mon fils, quand il descend en dessous de 95, il a 33 ans, on s'affole. Donc, ça fait peur, quoi. On a un spécialiste de la respiration dans la salle, mais vous traiterez ça en dehors. Mais vous n'avez pas tort. C'est vrai que, bien sûr, tous les feux sont comment dire, braqués sur l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte concerné. Puis, effectivement, les mamans, etc., on est moins regardant. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Roula, c'est juste pour vous illustrer un cas. Mais c'est une jeune fille que j'ai suivie à Beyrouth. Elle vit à Damas. Et on a mais vraiment galéré pendant plusieurs années. Elle avait une myopathie qui nous ressemblait, nous, à ce qu'on appelle les sarcoglycanopathies, donc voilà, des choses qu'on connaît très très bien. Et puis on a fait des tests génétiques, on n'a pas trouvé cette myopathie-là, donc on est reparti en arrière, on s'est dit qu'est-ce que ça peut être d'autre. On a fait des examens, elle avait eu une biopsie à Damas qui n'était pas concluante, etc., etc. Et finalement, c'est grâce à ce fameux karyotype, parce que là on s'est dit quand même on n'y comprend rien. On a regardé ses chromosomes et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait un de ces chromosomes X qui n'était pas normal. Et ça a été la conclusion de ce qui était bien effectivement une fille du chêne ou l'équivalent d'une fille du chêne. Et la question que je pose à la fin, c'est quel avenir pour elle? Bien sûr, elle a une forme assez handicapante. Hein. Elle ne peut pas courir, elle peut encore un peu danser, parce qu'elle aime bien danser à Damas. Mais voilà, on sait que ça ne va pas s'arranger avec le temps. Voilà, elle avait des petites difficultés à l'école, mais ça a l'air de rester stable, etc., etc. Et pour les parents, là aussi, ça a été compliqué. C'est compliqué. En plus, ça, ils nous ont vus, nous, les grands spécialistes. On a tourné autour pendant 2-3 ans. Et quand on leur a dit non, c'est une myopathie de Duchenne, et ils sont tombés comme ça. Hein. D'accord? Bon, la suivante. Alors, la biologie pour terminer, parce que vous ne repartiez pas, vous repartiez plus intelligent que vous ne l'êtes déjà. Donc, la dystrophine, vous connaissez, hein, cette protéine qui est ici. Je vais vous faire de dessin. La suivante. Voilà, donc cette protéine qui est là. Et alors, vous vous rappelez que si on fait des biopsies musculaires, ça, c'est chez quelqu'un qui a du muscle normal. Donc, on voit bien autour des fibres la couleur jaune, là. Donc, ça, il y a de la dystrophine. Dans la myopathie du chêne, vous en avez 0, donc vous ne voyez plus rien. Et chez les Becker, vous voyez qu'on en voit un petit peu, mais c'est beaucoup plus faible. Donc, vous voyez bien qu'en fonction de la quantité de dystrophine qui vous reste, vous avez plus ou moins de symptômes. C'est aussi bête, entre guillemets, que ça. La suivante. Voilà. Et chez les transmettrices, c'est ici que ça se passe. Ça, c'est le normal. Donc, vous voyez, tout est bien régulier. Ça, c'est le Duchenne, il n'y en a plus du tout. Chez le Becker, il y en a encore un petit peu, mais c'est fade. Et qu'est-ce que vous voyez ici chez les transmettrices? Vous voyez qu'il y a des fibres, on les voit très, très bien, et des fibres, on ne voit pas du tout. C'est ce qu'on appelle la mosaïque. Et c'est ça qui explique les symptômes. Et en règle générale, c'est 50-50. D'accord? Puisque les X sont répartis de façon harmonieuse. Mais quelquefois, à cause de cette fameuse inactivation de l'X, eh bien, ce n'est pas 50% qui vont être éteintes. Ça va être peut-être 60 ou 70, voire plus, de ces fibres qui vont être éteintes. Et à ce moment-là, vous avez des symptômes. La suivante. Ça, c'est avec la biopsie musculaire. Mais alors, la biopsie musculaire, comme j'ai dit tout à l'heure, on en fait de moins en moins. On hésite à les faire quand même chez les mamans ou des. Alors, chez une jeune fille, oui, qui est très très symptomatique, on va le faire. Mais chez une adulte, on va peut-être hésiter. La suivante, ça je passe. Alors, voilà, c'est cette fameuse inactivation. Je vous ai dit que, vous vous rappelez, hein, les chromosomes sexuels, donc la paire d'X, 2X, et les garçons XY. Mais vous avez des exceptions, vous avez des choses, hein, je vous ai parlé des XO, rien à voir avec le cognac, hein, c'est ces femmes qui n'ont qu'un seul chromosome X, qu'on appelle le syndrome de Turner, hein, qui c'est connu. Il n'y en a qu'un seul, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Voilà, etc. Donc, le deuxième X est généralement une copie de secours. Et quand il y a une des mutations, donc une anomalie génétique qui se passe sur un des deux X, il y en a un qui est censé prendre le relais de l'autre. Voilà. Et donc tout ce qui se passe, enfin, le mécanisme principal, c'est cette fameuse inactivation de l'X que l'on observe dans la majorité des histoires comme celle de Feriel ou d'autres.
Mais après, vous avez des choses beaucoup plus rarissimes. Je vous ai parlé de Roula, il y avait cette petite anomalie au niveau du chromosome X. Vous avez quelquefois des mamans, mais c'est exceptionnel, qui ont hérité d'une mère transmettrice, mais le même chromosome X muté en 2 exemplaires. Elles n'ont pas récupéré l'X du papa. Vous imaginez? D'accord. On est limite, oui. Allez, j'ai fini. La suivante. Allez-y. Voilà. Alors, vous savez que les hommes font un complexe de supériorité, mais quand on voit la taille du chromosome Y, il n'y a pas photo. Nous ne sommes pas grand-chose. Vous en êtes bien d'accord. Voilà. La suivante. Voilà, donc on peut les compter. Ça, c'est le cariotype dont je vous parlais tout à l'heure. La suivante. Ça, on peut passer. Je vous en ai parlé déjà. Suivante aussi. Ça, c'est voilà, c'est la répartition des X qui se font en mosaïque. Ça, vous le comprenez très, très bien. Et dans le muscle, ça se passe comme ça. Suivante. La suivante. On va passer. Alors, pour finir, voilà. Oui, alors. Sur l'espérance de vie des femmes du chêne. Alors, personnellement, non. Je pense qu'il n'y a pas de... Alors, on n'a pas de statistiques très précises là-dessus. Donc, dans ces cas-là, quand il n'y a pas de statistiques, on a tendance à dire ben, c'est comme la population générale. Et je n'ai pas de raison de m'inquiéter plus que ça. Sauf pour celles qui ont des cardiomyopathies, des atteintes cardiaques, etc. Donc, le message, c'est que chez les transmettrices symptomatiques, un peu beaucoup passionnément, l'espérance de vie, normalement, doit être la même que pour la population générale. Alors après, donc, je vous ai dit ça en conclusion, c'est qu'il y a plein de questions auxquelles on ne sait pas encore répondre. On a surtout parlé des Duchenne, mais on peut aussi appliquer ça au Becker. C'est-à-dire les transmettrices de Becker. On a fini. Les transmettrices de Becker sont aussi dans le même cas de figure. Alors après, il y a la question du conseil génétique. Je l'ai déjà dit tout à l'heure en parlant de Feriel. Je suis transmettrice moi-même symptomatique ou je suis en fauteuil roulant. Qu'est-ce que vont être mes enfants et surtout mes filles? Parce que les garçons, ça j'ai bien compris que si j'avais un garçon, il y avait une chance sur 2, un risque sur 2. Et si par contre je donne à mes filles, est-ce qu'elles vont être comme moi? On ne sait pas tout à fait répondre. La question des traitements, oui, et notamment les thérapies innovantes. Parce que bien souvent, toutes les molécules là, dont on parle, thérapie génique, etc., ceux qui participent aux essais, c'est les garçons. Ce n'est pas les filles, parce que pour des tas de raisons, elles représentent une population inhomogène. Les chercheurs pensent que ça va, comment dire, fausser les données ou les résultats des examens, etc. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Je ne sais pas si le groupe d'intérêt de la maison s'occupe spécifiquement ou est à l'écoute. Je sais que Feriel, qui nous écoute, elle est à l'écoute puisqu'ils ont un groupe, alors je ne sais plus si c'est Facebook ou WhatsApp, enfin il y a un petit groupe, ils échangent aussi avec quelques étrangers. Voilà. Et on répond à toutes vos questions, bien sûr. Et aussi pour annoncer que, peut-être tu l'as dit déjà, que la journée mondiale du chêne. Je te laisse. Voilà. Donc, savez-vous combien il y a d'exons dans le gène touché par la maladie de Duchenne? Encore un peu plus. Un peu moins. 79. Et donc, la journée mondiale du chêne, c'est le 7-9, le 7 septembre. Et le thème, ça sera sur les femmes et du chêne. Voilà. 7 septembre prochain, effectivement. C'est une coïncidence, mais il se trouve qu'on avait choisi cet atelier donc, pour ces journées ici, et que alors, ceux qui l'organisent, c'est la journée mondiale, vous imaginez, c'est mondial. Donc le Conseil mondial de la myopathie du chêne a décidé lui aussi, sans se concerter avec nous, de prendre cette thématique en suivant notre exemple. Bon, je crois que pour les raisons de temps, on va être obligé de clore.